Merci de me recevoir cette belle ville de Rouen, n'est-ce pas? Et donc j'espère que je ne vais pas non plus me répéter, parce que je sais que certains d'entre vous étaient l'édition donc que vous aviez fait Bitcoin Expo. Et comme en fait ils m'ont, enfin voilà, en échangeant, tu m'avais dit plutôt de faire géopolitique, du coup c'était quand même un peu ce que j'avais un peu déroulé la dernière fois. Bon, je vais ajouter quelques à la fin, puisque ce qui s'est passé dans les quelques mois de la présidence Trump est quand même assez emblématique, n'est-ce pas? On a un peu le festival et le feu d'artifice, donc c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe. Mais effectivement, donc l'idée ici, c'est de... Et moi, c'est ce qui m'a en fait intéressée dans Bitcoin dès le départ, puisque pour resituer, donc moi je suis voisine professionnellement, puisque je suis prof à Neoma, et depuis maintenant plusieurs décennies. Le temps passe vite. Et maintenant, je suis un dinosaure. Et en fait, moi, j'ai découvert Bitcoin parce qu'effectivement, j'avais dans mes études, donc il y a encore plus longtemps, j'étais très intéressée par les systèmes bancaires et monétaires sans banque centrale. Donc, j'étais déjà hétérodoxe. Hein, je n'aimais pas la banque centrale. J'ai été élevée comme ça. Donc, j'aimais la décentralisation monétaire. Et à l'époque, c'était pas très vendeur, hein, c'était les années 80, début 90, donc c'était vraiment pas ça. On était en plein dans l'euro, donc c'était l'opposé qui était très à la mode. Et donc il a fallu que je m'adapte et que je laisse ce sujet, enfin que je le continuais, mais c'était pas la partie la plus essentielle de ce que je faisais, puisqu'il fallait que je sois vendable sur le marché, donc ça ne vendait pas d'être ce qu'on appelle free banking. Et donc évidemment, moi, comme mes profs avec qui j'avais étudié à l'époque, qui était donc Selgin et White aux États-Unis, bah, quand on a vu Bitcoin, on s'est tous dit « Ah, tiens !» un truc décentralisé qui s'est développé par le marché. Et moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le système, malgré mon grand âge, puisque on clive assez par l'âge, hein, donc voilà, donc je vois que je ne suis pas toute seule non plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. C'était en fait cette capacité que la technologie avait eue de challenger en fait l'émission, le monopole sur l'émission monétaire. Puisqu'en fait, jusqu'à ça, il y avait des concurrences entre des monopoles monétaires. Donc on voit bien que quand un pays va pas bien, le dollar prend le dessus ou une autre monnaie qu'on estime mieux. Donc on voit bien qu'il y a la concurrence, elle existe entre les monopoles d'État. Mais voilà, on était arrivé au maximum du maximum, étant donné qu'on avait enlevé l'or du système monétaire. Il n'y avait pas d'autres menaces vraiment sérieuses sur le monopole d'État, à part celui de se faire concurrencer par un autre qui est moins mauvais que le sien, en fait, puisque c'est ça la hiérarchie. Il y avait une phrase assez drôle de Friedman qui disait la dollarisation, c'est pas parce que les États-Unis c'est les meilleurs, mais c'est parce que comparé aux autres, ils sont moins pires. Voilà, donc ça résume à peu près la situation. Et en fait, moi, ce qui effectivement, quand j'ai compris, parce que je suis vraiment pas tech, hein, je suis pas de cette génération, donc quand j'ai réussi à comprendre comment fonctionnait Bitcoin, je me suis dit, ah bah oui, en fait la technologie, elle a battu en brèche, en fait, la technologie a réussi en fait à battre en brèche ce monopole parce qu'elle a permis en fait l'organisation d'un système parallèle qui ne passe plus par le monopole d'État. Et pour moi, ça m'a tout de suite donné cette idée qu'il allait rester pour cette caractéristique parce que justement, ça allait permettre aux personnes qui étaient prisonnières d'un pays d'échapper en fait à la coercition notamment et la répression financière et monétaire locale. Et ça, on l'a observé très vite, donc je vais reprendre ce que certains ont déjà vu. Donc là, on l'a vu, alors on l'a vu très vite, il y a eu très vite des articles qui ont souligné quand il y avait de l'instabilité, il y avait Bitcoin qui émergeait, donc les premières, ça c'était l'Argentine dès 2002, lorsqu'il y a eu le fameux CEPO. Donc le CEPO, c'est quand ils ont tour à tour dit donc ça se passait mal, c'était les Kirchner qui étaient au pouvoir, et ils ont dit non, mais on ne gèlera jamais les avoirs, on gèlera jamais vos dépôts. Ils l'ont dit en 2001, puis en 2002 ils l'ont fait. Enfin, il y a eu 6 mois entre la déclaration. Voilà, et les Libanais, même scénario. Alors eux, on leur a pas fait de promesses, on leur a juste pris. Ça a été plus rapide. Enfin bon, ça a été une lente dégradation, mais ça s'est finalisé par la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, on les a fait prisonniers. Et même entre ces épisodes-là, mais là, j'avais pas d'image.
En fait, il y a le fait que, par exemple, si on prend la Chine, il y a eu des études très tôt qui montraient qu'en fait, la Chine, qui n'a jamais eu de mouvement de capitaux libre, hein, puisqu'elle a toujours contrôlé sa monnaie et ce qui rentrait dans son pays en termes de flux financiers, eh bien, en fait, les Chinois, comme par hasard, ils ont été assez rapidement les premiers à avoir du Bitcoin pour la même raison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un réflexe humain qui fait que quand on comprend comment ça marche, on se dit que sans doute, ça peut aider, en fait, à s'extraire de la mainmise de l'État et du contrôle de l'État. Donc là, en fait, c'est quelques données donc là, qui datent d'avant, hein, mais c'est volontaire, hein, pour vous montrer, en fait, là, c'était la crise, pareil, des banques chypriotes. Donc, pour certains, vous étiez à peine nés, hein, c'était 2014, quand, en fait, pareil, on a gelé les avoirs, en fait, des banques chypriotes. Et alors là, c'était sympa parce qu'on a gelé en priorité les Russes, parce que bon, ils n'étaient pas locaux, donc ils avaient moins de poids politique. Mais n'empêche qu'à cette occasion, on s'est quand même posé la question très sérieusement, et là je ne blague pas. Vous savez dans la plupart des pays, on a des garanties sur les dépôts bancaires, et on s'est demandé si on n'allait pas la lever. C'est-à-dire que si finalement, on n'allait pas ne pas garantir les dépôts. Donc dans le cas de Chypre, et en fait, il y en a plein qui sont montés au créneau en disant non mais ça c'est pas possible, enfin, remettre en cause ça va être tous les autres systèmes européens vont s'effondrer. Enfin, je veux dire, si on annonce que finalement les dépôts sont pas garantis tels qu'ils sont annoncés, ça va être une catastrophe, et c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur les Russes. Parce qu'ils se sont dit bon, en désespoir de cause, c'est vous qui avez de l'argent et qu'eux, ils ne peuvent rien nous dire parce qu'ils ne sont pas locaux. En plus, c'est en fait du blanc, pas du blanchiment, c'est de l'évasion fiscale, puisqu'en fait, les Russes profitaient des avantages de la fiscalité chypriote pour mettre, pareil, à l'abri des avoirs. Donc voilà, donc là on voit qu'en fait à cette occasion, le Bitcoin réagit positivement, l'or pas spécialement, parce qu'on le voit... Le S&P, pareil, mais il n'y a rien de... Et puis pareil pour c'était une époque où il se passait d'autres choses par ailleurs. Mais on voit qu'en fait, lui, le Bitcoin a bien réagi, mais les autres, en fait, ne réagissent pas à cette occasion. C'était quelle année? C'était 2014. Ouais, c'est ça. Voilà, là, pareil pour le défaut grec. Le défaut grec, pourquoi est-ce qu'on le mentionne? Parce qu'en fait, pareil, il y a eu, c'était assez incroyable, hein, dans une Europe où tout circule. On a, pareil, hein, pour les plus jeunes, ils ne s'en rappellent pas, mais vous n'auriez pas pu aller en vacances comme d'habitude en Grèce sans difficulté, puisqu'en fait, bon, c'était pas très grave, hein, pour ceux qui allaient en vacances, mais il s'est agi en fait, ils ont bloqué, ils ont mis un plafond sur la capacité de retrait, en fait, auprès des banques à cette époque-là, ce qui était quand même inédit, hein, puisque dans un pays où tout circule, on est enfin dans une zone monétaire où normalement tout circule librement, imposer une limite, c'est quand même assez, voilà, c'est un défi, hein, en soi. Et de la même façon, donc là, ça avait duré pendant l'été. Donc c'était 2016, l'été 2015 ou 2016, je ne sais plus sur quel, c'était de 2015 à 2016 peut-être d'ailleurs, ça a duré 1 an en tout cas, c'était l'été 2016 où ils ont commencé, et en fait à cause, donc il y a eu beaucoup de, donc vous savez que cet été-là évidemment beaucoup de Grecs ont eu peur qu'on fasse ce qu'on appelait le Grexit, ce qui pendant le mois de juillet, début de l'été, en fait, il y a eu juin-juillet, il y a eu de la part des Allemands une menace de revoir la zone monétaire et notamment d'isoler en fait la Grèce, éventuellement de faire des sous-zones monétaires. Bon, ça a été évidemment pas accepté, mais il y a eu beaucoup d'incertitudes. Et là, de la même façon, on voit bien qu'au fur et à mesure du mois de cet été-là, on voit que le Bitcoin monte, pas l'or. Vous voyez que l'or, en fait, il baisse même. Pareil pour le S&P, on voit que c'est pas corrélé. Et pareil pour les bons du Trésor américain. Alors pourquoi je montre cela? Parce que aujourd'hui, vous le savez, avec tout ce qui se passe dernièrement. Donc pourquoi est-ce qu'en fait à chaque fois on compare en fait à l'or, les bons du Trésor et le S&P?
parce qu'effectivement, en finance, on estime, alors là, on n'a pas ajouté dans ces graphiques-là, il n'y a pas le franc suisse, mais on estime qu'effectivement, lorsqu'il y a des crises et des menaces graves sur les entraves financières, ce qu'on appelle les valeurs refuges, donc c'est différent de la réserve de valeur. Hein, la réserve de valeur, c'est pour préserver de l'inflation. La valeur refuge, c'est ce qui nous immunise en fait de tout choc géopolitique. Et donc, on veut se mettre à l'abri pour ne pas être saisi en fait par rapport à l'événement, donc notamment ces avoirs financiers. Donc en général, quand on a ce type de situation, on voit que les flux financiers se rapatrient vers les États-Unis, en particulier sur le marché du bond du Trésor. Il y a l'or qui est un réflexe et aussi le franc suisse, parce que j'imagine que en fait, l'or et le franc suisse ont été plus longtemps que les autres liés, puisque pendant, en fait, quand on a détaché l'or donc en 71, quand on a fait la fin du système or, la Suisse l'a gardé, elle, jusque dans la fin des années 70. Donc elle est allée plus loin. Voilà, donc elle avait encore cette capacité de remboursement en or. J'imagine aussi que sa neutralité en termes de défense a joué un rôle, donc c'est en neutralité géopolitique. Et le fait qu'effectivement, ils ont des institutions qui sont relativement stables depuis très longtemps. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est en général, c'est pour ça qu'en fait, c'est ces trois-là qu'on prend. Et le S&P, parce qu'effectivement, les États-Unis, jusqu'à Trump, étaient relativement un pays pareil à stabilité institutionnelle. Là, c'est le Brexit, hein, parce que même autre événement majeur, hein, le Brexit, donc, qui a suivi, donc c'est 2016. Donc je pense que c'était 2015, l'été de la Grèce, parce que ça c'était juste après. Et avec le référendum et donc la surprise, enfin la moitié de surprise sur le fait que l'Angleterre quitte l'Union européenne. Et là, on voit que par contre, il y a moins de, il y a pas franchement, il y a moins de pertinence. En tout cas, le Bitcoin ne répond pas mieux, il répond un tout petit peu plus, mais il ne répond pas mieux. Alors l'or répond, excusez-moi, sur le cas du Brexit, l'or en fait lui répond, alors que les autres, les indices américains ne répondent pas. Voilà, donc ça c'est pareil, un autre événement, donc ça c'est la première fois quand il y a eu l'élection de Trump en novembre 2016. Donc là c'est pareil, il a créé la surprise, puisqu'en fait on ne s'attendait pas à son élection déjà à cette époque-là. Et donc on voit qu'effectivement il y a une augmentation du Bitcoin. Et là c'était pareil, hein, c'était par contre durant en fait son mandat. Là c'est l'évolution du Bitcoin en fait pendant son mandat. Bon, là, par contre, je pense qu'il c'est pas lié à Trump. Hein. Ce qui s'est passé en 2021, c'est beaucoup plus lié au Covid et au fait qu'on a eu l'augmentation de la liquidité partout dans le marché. Donc le Bitcoin en a hérité comme d'autres valeurs. Voilà. Donc ça, pareil, donc c'est pour vous montrer toujours sur l'évolution avec l'élection de Trump. Voilà, c'est pour montrer qu'effectivement, vous avez eu une réaction. Le risque géopolitique, vous avez une autre facette, ça a été là où on a vu un autre rôle de Bitcoin, c'est lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, elle a montré en fait l'utilité de Bitcoin lorsqu'il y a une désorganisation du système des paiements. Et ça, c'était un autre aspect intéressant. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a une mobilisation des fonds grâce en fait le fait que tout soit désorganisé dans un pays qui est surpris par la guerre. En fait, on va avoir la possibilité d'envoyer de l'argent très rapidement de façon sécurisée. Donc là, on a testé la qualité du réseau de paiement de Bitcoin qui jusqu'à maintenant n'était pas très mis en avant, même si c'est pourtant une de ses caractéristiques, mais c'était rarement mis en avant. Alors que là, en fait, on l'a éprouvé, et on l'a tellement éprouvé qu'il y a même eu à cette occasion
je me rappelle une vente d'armes par des gouvernements, donc officiels, qui s'est faite en bitcoin pour la première fois, parce qu'en fait, c'était plus facile à réaliser. Donc là, c'était quand même inédit, puisqu'en fait, c'est les officiels eux-mêmes qui ont utilisé le bitcoin parce que c'était la seule façon de réaliser la transaction rapidement pour mobiliser très vite. Donc il y a eu ça, et puis après, il y a eu plein d'autres choses au niveau de l'Ukraine. Bon, de toute façon, la tendance à l'augmentation du bitcoin en Ukraine était assez forte des mois précédents. Et en fait, le président, à cette époque-là, avait donc officiellement reconnu que Bitcoin pouvait être utilisé dans les transactions. Et après, il s'en est un petit peu mordu les doigts, pour ceux qui avaient suivi les épisodes, parce qu'en fait, évidemment, il y a eu des fuites de capitaux. C'est-à-dire que c'est dire que c'était bien pour l'urgence. Il y a eu pareil de l'aide alimentaire. Enfin, il y a eu des choses qui se sont organisées grâce en fait au Bitcoin. Puis après, le revers de la médaille, c'est que les gens n'étaient pas fous. C'est-à-dire que le pays continuant la guerre, et puis vous voyez où on en est, hein, puisqu'on on est toujours en pleine guerre. Certains ont bien compris que leurs avoirs étaient menacés, donc ils les ont pareil, ils ont utilisé Bitcoin, ils ont transformé pour pouvoir les mettre à l'abri. Donc je me rappelle après, à un moment donné, je crois qu'il avait mis une limite où il a changé un peu enfin il a limité, je crois, en tout cas dans les transactions, mais il y a un moment donné, il s'est retrouvé en contradiction avec lui-même. C'était assez intéressant. Voilà, bon tout simplement, pourquoi est-ce qu'on peut tout de suite se dire que Bitcoin est une bonne valeur refuge? Tout simplement parce que ça n'emprunte pas le système bancaire qu'on connaît, c'est-à-dire que toutes les innovations de paiement qu'on peut connaître aujourd'hui, voilà, que vous avez, comme les plus jeunes d'entre vous, voilà, vous utilisez tous des moyens de monétique qui ne sont plus les moyens traditionnels. Mais dans tous ces moyens-là, en fait, vous empruntez le système traditionnel de paiement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être connecté à une banque qui est connectée à la banque centrale. Effectivement, le mérite de Bitcoin, c'est qu'en fait, il n'emprunte pas le même réseau. Donc, il ne peut pas être touché par des événements qui vont toucher ce réseau. Et surtout, il se fait sans que l'autre réseau officiel soit au courant de ce qui se fait sur l'autre. Bon, même si évidemment les transactions sont transparentes, accessibles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas besoin d'approbation. Enfin, voilà, ils sont. Donc, c'est effectivement la raison pour laquelle. D'ailleurs, c'est pas étonnant que les premiers utilisateurs aussi de Bitcoin aient été les gens du commerce illicite. Parce que les gens du commerce illicite, à part le cash en physique, ils n'avaient pas beaucoup de moyens de paiement. Et le cash, en fait, physique, déjà, il faut pouvoir le recycler à un moment donné pour perdre les autorités aussi, parce que il y a des gros montants qui circulent. Donc déjà, ça nécessite de faire des montages, pour perdre ceux qui tracent et qui essayent de tracer. Et sinon, effectivement, c'est pas toujours facile à conserver. Donc ça, vous avez tous vu la série sud-américaine sur les trafiquants, Narcos. On sait qu'effectivement l'argent ça pourrit. Et d'ailleurs à cette occasion, j'avais une petite anecdote rigolote. Un jour, j'avais un très très vieux boucher où habite mon père qui disait qu'en fait il avait mis sous vide des billets pour des gens qu'il connaissait. Donc on voit que les gens ont appris entre-temps, ils se sont dit tiens, il faut que je fasse quelque chose, si j'enterre de l'argent dans mon jardin, il faut qu'en fait j'enlève l'air, c'est bien mieux. Et donc quand ils ont compris qu'il y avait des commerçants qui mettaient sous vide, eh bien ils l'ont utilisé pour conserver leur argent. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc tout ça pour dire qu'effectivement le cash il a aussi ses limites. Et en fait, la raison pour laquelle, au début, ceux du commerce illégal étaient attirés, c'est parce que, évidemment, au début, il n'y avait pas la police, n'était pas très au courant de ce qui se passait sur Bitcoin, donc c'était facile, entre guillemets, de faire des transactions sans être vu des gouvernants. Bon, après, aujourd'hui, ils n'en font pas tant que ça non plus, mais en tout cas, pour eux, c'était une révolution dans la mesure où, effectivement, ça permettait de contourner en fait la police d'une autre façon, d'une façon qui n'était pas connue des services. Donc ça c'était sympathique. Et il y avait aussi un papier qui avait été écrit là-dessus, qui avait montré qu'en fait grâce à Bitcoin et au commerce digital de drogue par exemple, puisqu'effectivement ça va avec le commerce digital de drogue, déjà on ne peut pas faire autrement, il faut bien trouver un moyen de paiement qui soit digital pour pouvoir régler, parce que sinon on ne va pas aller se promener avec des valises alors que le transport se fait par personne interposée. Et en fait, il montrait les mérites en fait, de la baisse de la criminalité dans la rue.
puisque du coup, vous n'avez plus de criminalité dans la rue, vu qu'elle se déplace sur... Enfin voilà, vous avez toujours des trucs assez rigolos dans ce sens-là. Mais il est clair que ça, c'est vraiment la force du système par rapport à la version centralisée, puisque, voilà, mis à part le cash, en tout cas pour ceux qui faisaient du commerce illicite, ils n'avaient pas d'autre solution. Lorsque vous êtes dans la version Bitcoin où en fait vous êtes décentralisé, et bien évidemment, vous êtes... alors là, il y a toujours une faute, hein, mais ça, je ne pouvais pas le changer. Évidemment, je sais que ce n'est pas anonyme, hein, c'est pseudonyme, puisque c'est comme ça qu'on arrive à remonter les filières. Et effectivement, la force par rapport au système centralisé, c'est que c'est la sécurité garantie depuis que le système Bitcoin existe, et surtout tout le temps et toute la journée et tous les jours de la semaine. Et là, on va se rappeler les fameux posts récents de notre ami Alex Satchenko, qui n'hésite pas à rappeler qu'à Pâques, le système de paiement est en vacances voilà, et pas Bitcoin. Voilà, donc voilà, il rappelle tous les ans en fait à cette occasion. Bon, après, il y a la même chose pour j'imagine pour le 14 juillet, enfin, voilà, toutes les fêtes, ça vaut le coup de rappeler qu'effectivement le système Bitcoin, lui, ne prend pas de vacances. Voilà, donc là c'est à nouveau lorsqu'il y a eu donc là l'invasion, c'est un autre graphique qui vous permet de voir lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et on voit effectivement donc la courbe en orange, c'est Bitcoin. Et effectivement, Bitcoin, elle va réagir plus que tous les autres. Enfin, les autres index ne baissent, puisque en fait, c'est un événement géopolitique majeur. Et en fait, le seul qui augmente, effectivement, c'est Bitcoin par rapport à cette ambiance. Donc là, nous, lorsqu'on a fait notre étude, puisque ça c'est ici, effectivement, on a essayé de pousser jusqu'à une étude de portefeuille. Donc cette fois-ci, pour essayer de montrer aux financiers qu'en gestion de portefeuille, il peut être intéressant d'intégrer du Bitcoin pour se prémunir du risque géopolitique. Et effectivement, lorsqu'on a testé notre modèle, donc pour montrer qu'en fait, en situation de crack, donc de crise, eh bien, effectivement, ceux qui répondent positivement, on voit en fait qu'il y a le franc suisse qui est là. On a le Bitcoin, effectivement, qui lui répond également, inversement au choc, alors que l'or, en fait, et les bons du Trésor américain ne répondent pas. Donc ça, c'est contraire en fait à ce qu'aujourd'hui on peut observer, vous allez me dire. Donc il fallait bien que je trouve une chute pour essayer de réconcilier, parce que c'est important. Et en fait, c'est pas irréconciliable, vous allez voir. Alors ça, c'est intéressant, c'est la volatilité en fait du Bitcoin sur les années 2024-2025. Et en fait, il y a un fait intéressant, puisqu'en fait, on vous rabâche que le Bitcoin est très volatile, enfin les médias rabâchent. Donc là déjà, la première chose qui est intéressante à montrer, c'est que le Bitcoin, en fait, sur 2024, globalement, sa volatilité s'est considérablement réduite. Ça a été observé. Alors effectivement, pas après l'été. Après l'été, bon, on voit que ça commence on a un peu à nouveau un écart qui commence à se augmenter. Et voilà, qui est lié aussi, en effet, à la période de l'élection de Trump et puis après du début du mandat de Trump. Hein. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais rebondir dessus, c'est qu'en fait, dans la période la plus intense au niveau du stress, puisque quand on parle en fait de risque, en général, c'est des situations de stress qui sont générées. En fait, on s'est aperçu sur la semaine où Trump, quand il a annoncé le jour de la libération, qui a été plutôt un jour du tsunami, je pense, plus que de la libération. En fait, la volatilité, donc sur 7 jours, cette fois-ci, pour la première fois, en fait, elle a été moins forte sur Bitcoin qu'elle n'a été sur le S&P. Et je pense que c'est une des premières fois, en fait, où, en tout cas, évidemment, c'est pas sur la volatilité mensuelle, mais sur cette semaine-là, en fait, Bitcoin a moins réagi que le S&P globalement. Donc, ce qui veut bien dire que, eh bien, il a une sensibilité qui n'est pas la même en situation de stress. Donc, ça veut bien dire qu'en fait, il est favorisé en situation de stress par rapport à d'autres valeurs plus standards.
Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisque c'est... Et d'ailleurs, certains avaient aussi relevé qu'en effet, il avait, contrairement aux autres valeurs, même s'il a varié pendant cette période, il n'a pas varié de façon extrême comme on aurait pu, enfin comme certains s'y attendaient. Donc là, c'est pour vous montrer, donc évidemment, le fameux cours de l'or, hein, puisque voilà, on n'y échappe pas en ce moment au niveau des news. Donc en effet, il est passé sur un an, là je vous le montre sur un an, il est passé de mai 2024 à peu près 2000 euros et il a approché les 3500 même au plus fort de sa cotation. Là, vous avez en fait le Bitcoin sur c'est même un an. Donc évidemment, on voit que c'est contrairement à l'or qui fait une progression, en fait, on a plutôt une situation stable jusqu'à en fait novembre. Novembre, il y a donc la forte augmentation en fin d'année. Et après, on a la chute après les premières sorties de Trump sur sa politique économique. Effectivement, on a une chute du Bitcoin, puisque effectivement le niveau de 100 000 $ qui avait été atteint avec grand plaisir par beaucoup, en fait, n'a pas été maintenu du fait des annonces de Trump au niveau de sa politique économique. Donc effectivement, ça a donné des variations. Donc pour vous montrer en fait d'un autre œil, là vous avez en fait, j'ai mis en fait les évolutions du rythme de croissance, parce que sinon on voit rien. C'est de comparer les rythmes de croissance de l'or par rapport au Bitcoin, par rapport en fait à l'or et au S&P. Donc j'ai mis les trois courbes l'une sur l'autre parce que je voulais quand même qu'on essaye de pouvoir les comparer. Donc ça c'est en échelle logarithmique, donc c'est les rythmes de croissance. Effectivement, on voit que l'or en fait croît, mais de manière moins spectaculaire évidemment que Bitcoin. Donc ça c'est sur la période 2020-2025, hein, c'est pour ça que du coup l'or est plus plat sur cette période plus longue. Mais c'est intéressant de voir que finalement, même si l'or l'emporte, donc ici, sur ces derniers mois, parce que l'or a fortement progressé, évidemment plein de raisons, de réflexes au niveau d'investissement. On voit que quand même par rapport à ces valeurs-là, vous avez le Bitcoin qui se détache par l'augmentation en fait de sa détention par rapport au prix. Donc on a bien une augmentation plus forte de la demande de Bitcoin par rapport aux autres. Mais ça c'est en termes de croissance de cette augmentation. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'au fur et à mesure des épisodes et de l'expérience en fait Bitcoin, vous avez cette capacité de Bitcoin il confirme en fait sa capacité de s'extraire en fait des mouvements géopolitiques et des tensions et apparemment elle est de plus en plus reconnue en tout cas par les participants du marché. Donc effectivement, les participants du marché aujourd'hui, ils sont très nombreux, ils ont différents profils, puisque la grande inconnue sur 2024, vous savez que c'était le fait que vous avez eu l'entrée de tout ce qui était ETF aux États-Unis, et l'entrée d'ETF effectivement donnait en fait une incertitude sur la façon dont ils allaient se comporter par rapport aux hausses et baisses du Bitcoin, puisque on ne sait pas pourquoi eux ont envie de détenir des ETF. Est-ce que c'est des détenteurs qui sont là parce qu'ils pensent que c'est plus simple pour eux de détenir de cette façon-là, même si ça ne plaît pas aux puristes, mais en tout cas pour eux c'est plus simple. Mais ils vont y rester. Est-ce qu'en fait ils y vont, mais ils y vont pour rentrer et sortir? Donc en fait sur l'année 2024, on a aussi appris à voir comment en fait ceux qui ont acheté du Bitcoin via les ETF en fait se comportaient. Et c'est vrai qu'ils ont aussi, par les flux qu'on a pu constater chez BlackRock, on voit bien qu'effectivement ils ont saisi lorsque c'est monté à 100 000, enfin ils ont pris des profits. Effectivement, on n'a donc pas tous des détenteurs de Bitcoin qui veulent rester longs en Bitcoin pour effectivement se prémunir des crises. Par contre, effectivement, ce qu'on a appris sur cette année, c'est que Bitcoin s'est bien stabilisé par rapport aux épisodes précédents.
et donc peut donner des indications de valeurs refuge alternatifs aux valeurs traditionnelles. D'ailleurs, cette année, même le franc suisse, il n'a réagi que récemment. Pendant assez longtemps, il n'a pas beaucoup réagi aussi. En fait, c'est plutôt l'or qui a réagi sur ces derniers épisodes, en tout cas sur l'épisode Trump. C'est vraiment l'or qui a plutôt réagi fortement par rapport au chaos. Moi, j'étais presque tentée récemment d'écrire un article parce que ça m'énerve tellement d'entendre que l'or, en fait, que la spéculation Bitcoin, elle est horrible et elle génère des profits qui ne devraient pas exister, enfin, qui sont répréhensibles. J'ai toujours pas compris pourquoi on donne pas la même chose, enfin, on n'a pas le même discours sur l'or. L'or ne sert quasiment plus à rien, puisque industriellement parlant, il est plus utilisé. Et même au niveau bijoux, c'est-à-dire effectivement ce statut qu'il avait avant, c'est-à-dire que ça représentait un objet d'une stature sociale, enfin ça représentait quelque chose, c'est même plus le cas, puisqu'en fait les bijoux en or diminuent. On a moins de bijoux en or. Visiblement, les nouvelles générations ne voient plus l'or comme une représentation de richesse, en tout cas, et d'élégance, comme on pouvait dans le passé. Donc, je n'ai toujours pas compris pourquoi on trouve ça bien que l'or monte, alors que, honnêtement, visiblement, c'est purement, c'est spéculatif comme tout le reste. En plus, le terme spéculatif est galvaudé. Parce que spéculer, c'est juste penser que ça va augmenter. Oui, donc il y a beaucoup d'activités qui sont spéculatives, par définition. Mais c'est surtout, je ne comprends pas pourquoi on voit positivement d'un bon œil le fait que l'or monte alors qu'il ne sert strictement à rien, alors qu'au moins, le mérite du Bitcoin, c'est qu'il permet aussi de payer, ce qui n'est pas le cas face à une architecture de paiement, alors que ce n'est pas le cas du Bitcoin. Donc c'est quand même, le traitement, je trouve, médiatique et financier des deux est quand même, je trouve, complètement asymétrique, parce que je ne vois pas pourquoi on dirait de quelque chose qui ne sert purement à rien, qu'en fait c'est super qu'il monte, enfin en tout cas on ne trouve rien à redire, alors que lorsque l'autre monte, on va trouver ça horrible, alors qu'en fait il sert à quelque chose. Donc je pense que je vais trouver dans les jours à venir à l'écrire, parce que je trouve ça vraiment très énervant, puis comme en ce moment on en parle tous les 2 jours. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire sur pourquoi le Bitcoin est effectivement un élément très important dans la gestion des risques de stress et géopolitique. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un grand plaisir. On va pouvoir aller boire un petit coup. Maintenant, vous avez des questions? Peut-être des questions. Moi, je pense à boire, moi, tout de suite. J'ai la bouteille. Excuse-moi, Nathalie. Sur les sanctions. Oui. Aussi, enfin, j'ai vu, là, je ne sais plus quand, mais que maintenant, je crois qu'il y a des paiements qui sont faits entre la Russie, l'Inde et la Chine. Oui, c'est ça, oui, un Bitcoin, oui. Tu peux peut-être en dire deux? Non, en fait, la Russie en fait a surtout retourné très rapidement sa veste à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que quand il y a eu l'invasion en Ukraine et que les États-Unis, avec d'autres pays, ont commencé à parler de geler les avoirs et d'empêcher l'accès à SWIFT, qui est donc le système de paiement. Alors, c'est pas un système de paiement, c'est la communication qui autorise, qui automatise les paiements lorsqu'on est dans des pays différents. Donc les banques sont enregistrées et plutôt que à chaque fois dire oui, c'est mon bon interlocuteur, je peux le faire, en fait c'est automatisé par ce fameux système de messagerie qui s'appelle SWIFT. Et en fait dès lors où les États-Unis avec d'autres ont dit on va bloquer l'accès à SWIFT aux Russes, magiquement finalement Poutine a trouvé que Bitcoin c'était pas mal. Parce que juste avant, il était encore en train d'accentuer, comme les Chinois d'ailleurs, il était en train d'accentuer en fait les sanctions et il essayait il alourdissait les interdictions sur Bitcoin et éventuellement sur le minage d'ailleurs, si je me rappelle bien, il faisait les deux comme les Chinois. En fait, il copiait les Chinois, puisque les Chinois l'ont fait en 2021 et en fait, je me rappelle peu de temps avant l'invasion russe, je me rappelle m'être fait la réflexion en disant ah bah tiens, les Russes ils veulent faire la même chose que les Chinois. Et en fait, ils ont très très vite arrêté ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, Bitcoin les avait sauvés. En fait, ils ont continué à vendre
D'ailleurs, c'est pour ça que le gaz, tout a continué à se faire. En fait. Alors bon, effectivement, là, vous me direz, c'est peut-être une partie que j'aime moins de Bitcoin, mais enfin bon, il faut accepter les plus et les moins, évidemment. Mais c'est qu'effectivement, Bitcoin ne permet pas d'extraire un pays. Plus jamais un pays ne peut être extrait. Et d'ailleurs, à ce titre-là, l'Iran, enfin tous les pays qui sont sujets à des blocus, en fait, ne sont plus bloqués. Techniquement parlant, ils peuvent très bien continuer à faire du... C'est pour ça que ça fait jaser. Mais voilà, il faut aussi voir le côté sympathique de l'histoire, mais évidemment, comme on ne peut pas bloquer de paiement, que ce soit... voilà, comment ? Ils n'aiment pas. Hein. Oui. Ils ne peuvent pas avoir la main dessus, donc oui, tout à fait. Et donc c'est sûr que là, sur en tout cas le cas de la Russie, c'était plutôt assez drôle, puisque finalement ils ont trouvé que c'était plutôt sympa comme système, même si on ne les a pas totalement bloqués de SWIFT, hein, je vous rassure tout de suite. Les plus grosses banques, celles qui commerçaient le gaz, comme par hasard, elles étaient toujours... c'est toujours possible de régler. Mais les autres, oui. Il y a eu plein de banques qui ont été barrées du système SWIFT, mais pas celle-là. Donc oui, je pense qu'on peut assez facilement voir le lien. Et puis la Chine, c'est pareil. En fait, c'est plutôt ça a été une sanction de façade, parce que déjà, ce qui est très, très aussi ironique dans le cas chinois, il faut quand même le savoir, c'est qu'en fait, Hong Kong, c'est l'inverse. Donc à Hong Kong, en fait, il y a eu un encouragement alors ils ont fait une réglementation quand même, hein, sur les cryptos, alors pas comme Mika, mais ils ont fait une réglementation. Mais ce qui était très drôle à Hong Kong, c'est qu'en fait, les autorités monétaires et financières, en fait, encourageaient les banques à essayer de voir ce que ça donnait de l'utilisation de Bitcoin et des cryptos. Et en fait, c'était les banques qui étaient réfractaires. Et elles leur disaient, mais pourquoi vous ne voulez pas essayer? Donc c'était drôle, parce que c'était à front renversé. Nous, ici, c'est plutôt l'inverse. Hein. En plus, il ne faut pas trop pousser les banques pour qu'elles n'aiment pas Bitcoin et le reste. Et en fait, Hong Kong, c'était vraiment une volonté délibérée. Et quand on sait que de toute façon Hong Kong c'est chinois, on se dit c'est quand même bizarre. Donc j'imagine qu'en fait ils utilisent Hong Kong comme laboratoire, comme effectivement Hong Kong a quand même été capitaliste jusqu'à donc voilà, jusqu'à 99 ils étaient britanniques. Après donc ils ont quand même gardé une espèce d'originalité depuis 1999, et en fait je pense qu'ils l'utilisent comme laboratoire pour voir un peu comme, puis eux l'utilisent comme réseau aussi, c'est-à-dire que ce qu'ils font pas sur mainland, ils le déménagent. Faut quand même savoir qu'avant que la Chine n'interdise Bitcoin, le minage et tout ça, avant le Covid, ils avaient quand même fait la première obligation par une banque chinoise offshore. Ils avaient fait la première obligation en Bitcoin. Ah ouais. Ouais, je me rappelle, je l'avais pareil à l'époque, je crois que c'était sur Cryptost, ils faisaient des petits éditos, et j'étais avec un autre groupe qui m'avait dit recherche toutes les nouvelles drôles sur le Bitcoin, et j'avais trouvé ça fort de café, quoi, parce que bon, c'était le gouvernement chinois, et en fait, comme ils ne pouvaient pas dire que c'était la banque, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la Construction Bank, enfin une des grandes. Et donc, comme il ne voulait pas que ce soit sur le territoire chinois, il l'avait fait en offshore en Malaisie, si je me souviens bien. Mais c'était la toute première émission d'obligation en Bitcoin qui était faite par une banque chinoise, finalement. Et c'était donc en 2019, c'était avant le Covid. Donc pour moi, c'était 19. Ouais, c'était fin d'année 19, novembre 19. Donc je pense que de toute façon, oui, c'est drôle de voir à quel point les États sont à la fois fascinés et repoussés par Bitcoin de cette façon. Voilà. Mais donc les Chinois, je pense qu'ils représentent vraiment la schizophrénie en personne par rapport à ce thème. Parce qu'il y a des ETF à Hong Kong maintenant. Oui, tout à fait. Oui, mais du fait de cette, c'est vraiment, ça a été une volonté. Oui, ça a été après les Américains, c'est les deuxièmes qui sont sortis. Tout à fait. Alors, je sais pas par contre comment ils performent, pour être très honnête. J'ai pas regardé, mais non, je pense pas. Mais effectivement, oui, ils sont. Ouais. Et de toute façon, ils parlaient aussi que en fait le minage était revenu de toute façon. Il n'avait jamais été complètement. Mais c'était une politique pour avoir un semblant de cohérence par rapport à leur autoritarisme. Voilà.